On arrive fin 2023, donc on va faire un petit point sur mon patrimoine. Donc je vais vous donner tous les montants précis. On va voir ce que j'ai en immobilier, on va voir ce que j'ai en bourse, on va voir ce que j'ai en cash. Donc c'est parti. Donc on va faire mon Google Sheet en direct. Donc on va faire une colonne avec les actifs, donc tout ce que je possède, les valeurs des biens immobiliers, enfin du bien immobilier en l'occurrence, valeur des actions, etc. Et puis les passifs. Hop, un peu de gras, en plus gros et centré, voilà. Alors les actifs, on va commencer par l'immobilier. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois sur mon investissement immobilier. Donc j'ai un appartement, c'est une colocation de 5 chambres, loué 490 € la chambre. Et j'ai payé le bien 214 300 plus, enfin ça c'est juste le bien, 242 000 avec frais d'agence et frais de notaire, et 265 000 à peu près avec travaux et meubles. Donc en tout il m'a coûté 265 000. Aujourd'hui, donc je l'ai acheté en début 2020, aujourd'hui j'évaluerais sa valeur, enfin j'avais déjà bien acheté à l'époque, et aujourd'hui j'évaluerais sa valeur à peu près 300 000, on va arrondir. C'est un 114 mètres carrés quand même, donc avec cave, parking, ascenseur, balcon, tout ça. En province, donc je pense que on doit être à peu près à ça. Je pense que je pourrais le vendre à 295, 299, un truc comme ça, sans trop de problème. Donc on va arrondir, je vais mettre 300 000 €. Et en face de ça, j'ai fait un crédit. Donc j'ai mis 50 000 de cash parce qu'à l'époque j'étais en micro-entreprise. Et la micro-entreprise avait seulement 11 mois. Donc d'ailleurs, si des personnes vous disent que c'est pas possible d'investir dans l'immobilier en n'ayant pas 3 bilans, déjà c'est faux puisque je l'ai fait avec moins de 1. Et en plus que c'est pas possible à faire en micro-entreprise, bah, je l'ai fait en micro-entreprise avec seulement 11 mois. Par contre, il y a peut-être, j'ai dû appeler 10-15 banques, il y en a 3 qui ont bien voulu faire un rendez-vous. Une, ma banque, qui m'avait dit ok, puis qui finalement enfin elle m'avait dit ok sur le principe à l'oral, mais finalement après ils ont dit non. Une autre banque qui m'a dit que le projet était bien, mais que j'avais pas les 3 bilans, donc c'était mort. Et la troisième avec qui j'ai eu rendez-vous, c'était le CIC pour info. Ils ont accepté de me faire le prêt. Et ce qui est avantageux, c'est que, en fait, avec les banques type CIC, c'est que les décisions, elles se prennent vraiment au niveau de l'agence. Donc en gros, j'ai juste convaincu la conseillère, et elle, il restait qu'une seule étape, en fait, elle devait convaincre sa directrice d'agence, alors que dans les banques type BNP, Société Générale, tout ça, bah, la personne que vous avez en face, elle va juste remplir en fait un papier avec des cases, et même si elle est convaincue, en fait, ça sert à rien, parce que c'est juste un dossier en fait qui est envoyé au siège à une personne qui a pas du tout entendu l'histoire, et donc il n'y a pas possibilité de convaincre au niveau humain, on va dire. Donc voilà, si vous êtes dans des situations où c'est difficile de faire des emprunts, essayez plutôt d'aller voir les banques qui fonctionnent comme ça. Je crois qu'on appelle ça des banques mutualistes, donc il y a CIC, il doit y avoir Crédit Mutuel, des trucs comme ça. Et donc je disais, oui, donc 265 000, j'ai mis 50 000 de cash, et donc j'ai emprunté, ils m'ont laissé emprunter uniquement le bien, ils n'ont pas voulu me prêter les frais de notaire, etc. Donc j'ai emprunté 214 300, et aujourd'hui, je vais vous dire combien il me reste à rembourser précisément. Je regarde. Il me reste 180 116,53, donc je vais arrondir à 180 000. Donc je rappelle que pour calculer le patrimoine, d'ailleurs, on prend les actifs, donc tout ce qu'on possède, donc la valeur de nos biens immobiliers, la valeur de nos actions, la valeur de nos matières premières, éventuellement, notre cash, etc. Et on regarde nos passifs, donc ça c'est tout l'argent qu'on doit. Donc pour un particulier, ça va être des prêts immobiliers ou des prêts étudiants ou des prêts à la consommation, tout ça. Et on va faire actif moins passif, et ça va donner notre patrimoine net. Et après cet investissement-là, j'avais fait une offre pour en acheter un deuxième, et ça a été refusé parce que quelqu'un avait fait une offre un peu au-dessus et 100% cash en plus. Et après ça, j'ai décidé que j'allais pas refaire d'immobilier, en tout cas pas à court terme, et que par rapport à mes objectifs et aussi par rapport à mes forces et faiblesses, j'avais plus d'intérêt à me focaliser plus sur du business en ligne et l'investissement en bourse. Je pense que ça me correspond plus. Déjà par rapport à mes objectifs, un investissement immobilier, bon on va dire celui-là il me rapporte, si j'enlève la vacance locative, il me rapporte on va dire 750 € net par mois. Après dans la pratique, il n'est pas rempli 12 mois sur 12, donc c'est moins, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit être plutôt proche des
plutôt proche des 500 en vrai. Et donc si je veux atteindre mes objectifs financiers avec ça, mes objectifs financiers enfin j'ai pas de limite, mais on va dire ce serait au minimum 20 000 euros net quoi, par mois. Bah déjà ça demanderait beaucoup d'opérations. Et puis de l'autre côté, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de dettes, donc même s'il y a un cash flow en face, beaucoup de dettes, ça reste quand même du risque. Et ensuite, par rapport à l'aspect force et faiblesse, dans l'immobilier, il y a énormément d'interlocuteurs, et en fait, il y a beaucoup d'humains, et chacun de ces humains peut vous ruiner la vie, en fait. Donc ça peut être l'agence immobilière, ensuite ça peut être la banque à qui il faut aller quémander de l'argent. Ensuite, il y a les personnes qui vont faire les travaux, et d'ailleurs, dans mon cas, ils ont cassé le mauvais mur, ce qui est quand même assez problématique. Heureusement, ils ont réparé leur erreur, mais voilà, c'est assez embêtant. Ensuite, il peut y avoir des problèmes au niveau des locataires. L'année dernière, j'ai eu un problème de nuisance sonore. Vu que je l'avais mis en location, j'ai pas eu grand chose à gérer, mais bon, ça fait quand même de la charge mentale, on va dire, des problèmes qui arrivent dans la boîte mail. Et ensuite, il peut aussi y avoir l'agence qui gère le bien, qui fait pas ce qu'il faut, et donc il faut faire attention, etc. etc. Et je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce genre de choses, qui sont très à l'aise avec ça, mais moi, vraiment, ça me saoule complètement. Et à l'inverse de mes 12 ans à aujourd'hui, donc depuis début 2006, j'ai passé énormément de temps sur internet, donc je suis beaucoup plus à l'aise avec internet qu'avec des biens immobiliers, de la réparation, des travaux, etc. de très 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 loin. En plus, en parallèle de la chaîne, je travaille dans l'informatique, donc j'ai jugé que c'était plus intelligent d'utiliser mes forces, mes avantages compétitifs, plutôt que d'aller dans un domaine où j'en ai absolument aucun, même au contraire. Donc voilà en gros quelques-unes des raisons pour lesquelles il y a un seul bien immobilier et je compte pas en refaire, en tout cas en 2024. Maintenant on va regarder combien j'ai en bourse, donc on va mettre actions. Alors on va regarder ce que j'ai sur Interactive Brokers. Donc j'ai 38 441, donc bon là pour la vidéo je vais arrondir à 38 000, je mettrai à jour avec le nombre précis au 31 décembre, donc on va mettre 38 000 en actions, et là passif il n'y a rien. Donc pour la bourse je suis content de la performance que j'ai pour l'instant, d'ailleurs on peut aller jeter un coup d'œil, puisque IBKR donne la performance. Hop, performance, annualized returns, depuis le début. Là, je sais jamais, est-ce qu'ils vont regarder la money weighted return ou la time weighted return? Je crois, si j'ai bien compris, que le plus précis, c'est money weighted return. Mais j'ai un doute, donc si quelqu'un sait, dites-moi en commentaire. Donc, le S&P a fait 3,64% depuis que j'ai commencé à investir par an. Hein. Et mon portefeuille a fait 21, et si je mets en time weighted return, là, c'est 3,64 contre 11,81. Donc c'est un horizon de temps qui est encore trop court pour vraiment conclure que, voilà, que j'ai vraiment bien investi, même si j'ai tout fait pour. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se porte bien, donc je suis content. Et par contre, là où je suis déçu, donc la performance, je suis content, mais là où je suis déçu, c'est que j'aurais voulu investir beaucoup plus. Et cette année, j'ai quasiment pas pu investir, j'ai très peu pu investir. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais donc je suis développeur en freelance et j'avais une mission qui s'est arrêtée fin décembre et c'est la période où toutes les boîtes américaines licenciaient énormément de personnes dans l'informatique et ça s'est ressenti aussi en France. Et donc après ça, j'ai eu du mal à retrouver un client, les tarifs ont baissé, plus dur d'avoir du télétravail, etc. Donc j'ai pas travaillé pendant 6 mois, donc ça m'a permis au moins vu que j'avais du temps, de lancer ma chaîne YouTube que je repoussais depuis des années. Donc ça a eu un côté très positif. Mais le côté négatif, c'est que j'ai dû utiliser mes économies pendant donc de décembre jusqu'au 26 juin. J'ai recommencé à travailler le 26 juin et jusqu'à aujourd'hui encore. Et donc forcément, mon épargne de sécurité est descendu à pas grand chose, donc pendant ce temps là j'ai pas pu investir, et ensuite j'ai dû reconstruire mon épargne de sécurité, et donc résultat, j'ai pas du tout atteint mes objectifs d'investissement cette année, mais bon, j'ai fait comme je pouvais, et l'idée c'est de faire beaucoup mieux en 2024, et là j'espère, je pense que ça devrait aller, après avoir les opportunités qu'il y a, puisque là je trouve que en ce moment, toutes les actions qui m'intéressent sont très chères, le marché il monte tout droit depuis plusieurs semaines, mais j'imagine qu'il y aura des corrections et que je pourrai en profiter. Donc voilà pour les actions, 38 000. Et ensuite je vais regarder combien j'ai en cash. Donc j'ai re-rempli mon livret A, donc 22 950. Je vais découper comme ça par livret, ce sera plus simple. Donc 22 950.
et le LDD que j'ai re-rempli à 12 000. Et ensuite, j'ai aussi 25 500 compte courant. Ça, je l'ai pas encore. Faudrait que je le vire en fait sur eBayKR parce que j'ai vu qu'il rémunérait le cash à 5% et je l'ai pas encore fait. C'est vrai que j'ai pas regardé ça. Alors sur l'épargne de sécurité, j'ai remarqué que dans les périodes où tout se passait parfaitement financièrement, j'avais tendance à me dire que ça servait pas à grand chose et donc je descendais parfois en dessous, enfin ou à la limite aux 6 mois d'épargne de sécurité. Et les 2 fois où j'ai fait ça, j'ai eu des problèmes. Il y a eu la première fois au Covid où j'ai eu le même problème, donc fin de mission début juillet 2020. 2 semaines avant, c'était la vente finale de mon bien immobilier, donc j'ai lâché 50 000 2 semaines avant la fin de ma mission. Ce jour-là ou le lendemain, on m'annonce fin de mission dans 2 semaines, et le jour de la fin de ma mission, c'était aussi le jour de la première mensualité du crédit, et donc d'un coup, c'était plus compliqué, et vu que c'était en plein été, pas de mission pendant encore quelques mois, et donc c'était problématique, et là ça m'a refait la même chose, donc maintenant je suis plutôt du genre à me dire au moins 1 an, enfin je vais viser 1 an d'épargne de sécurité toujours, parce que c'est quand tout va bien qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin, mais on sait jamais quand vont arriver les moments où on en aura besoin. Donc je dépense à peu près, enfin disons que j'ai besoin de, on va dire 3 000 € par mois pour vivre. Donc 3000 x 12, ça fait 36 000. Donc en gros, je considère que c'est un livret A rempli et un LDD rempli. Et le compte courant à 25 000, il y a une petite partie pour des vacances à venir bientôt. Et ensuite, la majeure partie devrait aller en bourse, mais j'ai du mal à trouver des opportunités depuis plusieurs semaines. Alors peut-être que je suis trop conservateur des fois, je sais pas, peut-être c'est un truc une question que je me pose souvent, mais en même temps il faut pas FOMO et il faut rester patient et il y a toujours des corrections de temps en temps. Donc je devrais pas avoir de problème et je devrais pouvoir investir pas mal en 2024. Donc maintenant on va faire la somme des actifs. Somme. Hop. Ensuite, somme des passifs, bon, il n'y en a que 1, mais pour la prochaine fois, je prépare la formule s'il y a d'autres choses. Donc c'est 400 000 €, c'est ce qu'on appelle le patrimoine brut, et pour avoir le patrimoine net, on fait patrimoine brut ou actif moins les passifs. Et donc, fin 2023, j'ai un patrimoine de 218 000 €. Et évidemment, ça pourrait être beaucoup moins bien, mais je suis pas satisfait du tout. Je m'étais toujours dit, depuis que j'ai découvert tout ce qui est business, investissement, etc., donc depuis que j'ai 23 ans, je m'étais toujours dit que à 30 ans, je serais, soit je serais millionnaire, soit je gagnerais au moins 10 000 € net par mois. Et j'ai fait aucun des deux, je suis plutôt à 6 000 net par mois, et comme vous le voyez, je suis pas du tout millionnaire. J'ai fait 1/5 du chemin à peu près, et donc j'ai pas atteint cet objectif, mais maintenant que j'ai arrêté de procrastiner et que je suis dans l'action, je suis assez confiant sur le fait que je vais rattraper, entre guillemets, mon retard, enfin celui que je considère avoir en tout cas, dans les années à venir. Donc voilà, je referai la même vidéo chaque année, et je pense que dans 1 an, ça aura bien évolué. Et puis si ça vous intéresse pour l'aspect bourse, je suis en train de développer un site qui permet de gagner beaucoup de temps sur ces analyses d'actions. Donc avec une page qui permet de voir en un coup d'œil si une action est de qualité ou non, quantitativement parlant. Donc avec des critères que j'ai sélectionnés comme croissance du chiffre d'affaires, croissance du free cash flow, rentabilité, la dette, évolution du nombre d'actions et les marges. Avec un onglet aussi qui permet de faire des valorisations, donc pour savoir à quel prix acheter l'action et surtout ne pas la surpayer, ce qui pourrait ruiner les performances. Et puis le site permet aussi de lire les documents financiers pour toutes les entreprises, en trimestriel, en annuel. Et puis pour chaque métrique, on peut cliquer dessus pour voir l'évolution sur 12 ans et avec la croissance d'année en année. Donc si vous voulez être prévenu du lancement qui aura lieu normalement en février, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!